bombardements contre leur camp. Des centres d'animation pédagogique et d'académies d'enseignement n'ont pas été épargnés non plus. Le coup d'État militaire a été immédiatement suivi de la suspension de l'aide par les bailleurs de fonds traditionnels du Mali. L'appui budgétaire et le financement des projets autres que ceux d'urgence ont été suspendus, jusqu'à ce que des conditions favorables à la reprise des prêts normaux au Mali soient mises en place. Les recettes fiscales ont diminué à cause de la baisse des activités économiques. La capacité du gouvernement à faire face aux besoins urgents des populations déplacées sur son budget s'est trouvée fortement altérée. L'arrivée massive de nouveaux élèves a mis une pression énorme sur les familles d'accueil du Sud qui subissaient déjà les effets de la crise alimentaire et sur les écoles existantes ne disposaient pas d'espace d'apprentissage adéquat et suffisant pour garantir les bonnes conditions d'apprentissage aux nouveaux élèves. Ces conditions peuvent être facilement constatées dans 7 académies clés du Sud. En réponse à la crise, le gouvernement a mis en œuvre un programme qui veille à ce que les populations déplacées, en particulier les groupes vulnérables, ne soient pas abandonnées à leur triste sort. Grâce à l'aide des ONG et des organisations comme le Fonds des Nations Unies d'aide à l'enfance, l'UNICEF, un programme de distribution de nourriture en lien avec la satisfaction des besoins essentiels de santé a été mis en place. Les fonctionnaires qui se sont déplacés et qui sont restés dans le Nord ont continué à percevoir leur salaire. Les élèves déplacés du Sud ont été inscrits dans les écoles existantes. Les cours de rattrapage ont été organisés à leur intention et ils ont pu participer aux examens de fin d'année. Une session spéciale des examens nationaux a été organisée à l'intention des enfants réfugiés dans les pays voisins qui ont pu rejoindre et des enfants du Nord transportés à cette fin dans la zone du Sud. Les conditions au plus fort de l'occupation ont limité la mise en œuvre d'interventions au niveau des zones concernées. Cependant, le gouverneur et les bailleurs de fonds ont continué à fournir aux élèves du Nord le matériel scolaire, kits scolaires, et à mettre en œuvre la formation des maîtres en utilisant les organisations non gouvernementales actives dans les 3 régions occupées. Le gouvernement a continué à prendre en charge les salaires du personnel, des enseignants et de l'administration scolaire, à organiser les examens et à procéder à la réaffectation en temps utile sur la base du volontariat, les enseignants et le personnel administratif scolaire qui se sont déplacés du Nord occupé vers le Sud. Certains bailleurs de fonds pour les secteurs de l'éducation, AFD, ACDI et coopération néerlandaise, ont continué leur coopération d'investissement en utilisant principalement une tierce entité de gestion. 3 ONG ont collaboré activement avec le groupe thématique Éducation Cluster pour fournir un soutien à 198 écoles dans le Nord et à plus de 1000 instituteurs et à près de 45 000 élèves inscrits au niveau des 2 cycles de l'enseignement fondamental. Le gouvernement a acheminé régulièrement les salaires des enseignants et des kits aux élèves à travers ces 3 ONG. Il s'agit il s'est appuyé sur les ONG, comme je dis, pour distribuer les kits scolaires aux élèves et organiser la logistique pour le transport des enseignants du Nord vers le Sud, en vue de participer aux sessions de formation des enseignants en cours, de remédiation et de rattrapage pour les enfants et aux sessions d'examen. Alors, les réponses possibles aux efforts du conflit armé ont été pensées dans le cadre d'une feuille de route du gouvernement de transition et le plan d'action d'urgence élaboré par mon département et adossé à celui du gouvernement. Les sensibilités dans la gestion de l'éducation existent, mais elles ne sont pas liées au conflit. Elles sont plutôt d'ordre politique et pédagogique. C'est seulement à la faveur de la crise du Nord qu'est apparue, et seulement là-bas, dans ces localités, une aversion pour l'école laïque et mixte. La même chance a été offerte à tous les enfants maliens sur le territoire national de passer une année scolaire à peu près correcte. En effet, les élèves déplacés ont été accueillis dans les écoles existantes et ils ont bénéficié d'un soutien pédagogique et d'un programme de cantine scolaire. Les enfants restés au Nord ont été transportés en octobre 2012 au Sud pour passer les examens de fin d'année, avec quelques enfants réfugiés qui ont pu se joindre à ceux-ci. Les résultats catastrophiques aux examens, dont les niveaux d'exigence étaient les mêmes que pour ceux qui ont passé les enfants du Sud en juin, démontrent à souhait la mesure de la perturbation de l'année scolaire dans les zones occupées, ainsi que le niveau d'affectation des enfants candidats dans leur mental. Le retour progressif du Nord
sous le contrôle du gouvernement et le retour des populations déplacées chez elles au nord impliquerait un financement conséquent pour réhabiliter et équiper les écoles au nord, faciliter l'affectation des enseignants et du personnel de l'administration et mettre en œuvre des programmes de fourniture de kits scolaires et d'alimentation pendant une période transitoire jusqu'à ce que les familles de retour soient installées avec succès dans leur activité normale. En effet, il s'agit maintenant de prendre en compte de façon prioritaire les populations déplacées vers le sud du Mali et vers les pays voisins, afin que celles-ci restent au nord du Mali en mettant en place des opérations d'urgence pour faire face aux besoins urgents des élèves déplacés et à risque, et à essayer de protéger les acquis engrangés au cours de la dernière décennie en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agira pour le département de relever les défis liés aux besoins suivants: 75 472 enfants en âge scolaire, 81 724 nouvellement identifiés suite aux attaques du 10 janvier 2013, dont l'accès à l'éducation est compromis. 2 486 écoles, écoles d'accueil des déplacés, écoles inondées, écoles du Nord ayant un besoin soit en réhabilitation, construction, nouvelles salles de classe et mise en place des cantines scolaires et équipements. 2 486 directeurs d'école et 12 578 enseignants nécessitant un appui en termes de matériel pédagogique et de formation sur les thèmes pertinents à la gestion de l'école en situation d'urgence et qui peuvent contribuer à la résilience et à la culture de la paix et à la tolérance au sein des communautés. Les opérations d'urgence ciblent la satisfaction des besoins urgents de la population d'élèves déplacés du nord vers le sud du pays et dans les pays voisins à cause de l'occupation du nord par les pays ainsi que ceux restés au nord, tout en soutenant la mise en œuvre de la politique sectorielle existante, mesures politiques relatives à l'amélioration de l'accès à l'équité et à l'expansion de l'éducation de base, ainsi qu'à la gestion du secteur de l'éducation. Elles fourniront également des investissements nécessaires pour se prémunir contre la baisse de l'accès à l'éducation que les conflits militaires et l'instabilité politique engendrent. Les activités d'urgence seront axées sur l'expansion et la capacité d'accès et la préservation ou la restauration des infrastructures et services de l'éducation dans les zones ciblées. Elles contribuent à préserver, dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration, les institutions d'éducation. Les stratégies suivantes sont mises en œuvre dans le cadre de la poursuite des réformes politiques dans 3 domaines. Premièrement, l'amélioration de la qualité et la pertinence de l'éducation de base. Elle sera poursuivie à travers l'amélioration du temps d'enseignement et d'apprentissage, la responsabilisation des écoles dans l'obtention de meilleurs résultats d'apprentissage, la fourniture de matériel scolaire et la mise en place de cours de rattrapage et de stratégies de scolarisation accélérée. La mise en place d'une approche pédagogique adaptée et un appui en matière d'apprentissage, y compris en manuel scolaire. La réadaptation des curricula, la formation des enseignants intégrant de nouveaux contenus d'éducation à la citoyenneté en vue de la formation des élèves. Prioritairement, dans le contexte présent, il s'agira de fournir un appui aux populations pour le revivre ensemble, parce que ça va être extrêmement difficile chez nous. Assurer une participation responsable des enseignants au bon déroulement des élections crédibles. Former les enseignants et les élèves à la gestion et les comités de gestion des écoles à l'identification des risques, les mines, les munitions non explosées, les agressions physiques et les maladies. Assurer une formation psychosociale, comme plusieurs personnes l'ont recommandé ici, répondant aux besoins. L'amélioration de l'expansion de la couverture de l'éducation de base, de l'équité dans l'accès à travers la mise en place d'abris provisoires, construction d'écoles nouvelles ou la réhabilitation ou le remplacement des écoles détruites par le conflit. L'équipement des écoles pour accueillir les effectifs accrus suite à l'arrivée des élèves déplacés, la construction de latrines et des puits et la mise en œuvre des programmes de cantines scolaires pour les élèves du Nord et une partie de la région de Mopti, le renforcement des capacités des administrations déconcentrées et décentralisées, l'amélioration et l'efficacité de la gestion du secteur de l'éducation. Ceci fait notamment à travers le renforcement et l'amélioration de l'efficacité de la gestion du budget au niveau de l'école, l'amélioration et la modernisation du système de gestion des statistiques,
l'amélioration de l'efficacité de la gestion du personnel enseignant, la mobilisation des énergies et des financements à travers la restauration et le renforcement du dialogue politique avec les partenaires de l'éducation, syndicats, collectivités, parents d'élèves, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les organisations de la société civile pour une bonne reprise de l'école dans toutes les localités du pays. Pour mettre en œuvre ces stratégies, les 3 catégories d'enfants seront ciblées. Les enfants déplacés du Sud Your au Excellency, Sud. I'm sorry, you have to finish. I'm very sorry. Moi, je ne comprends pas anglais. S'il vous plaît, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah, d'accord, si très vous bien. pouvez terminer, monsieur. Alors, je vais être bref tout de suite. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Donc, les actions portent sur la volonté réelle du gouvernement de faire redémarrer l'école telle que nous l'avons prévu dans notre plan d'action d'urgence, puisque la paix est en train de revenir. Nous avons redéployé déjà l'administration scolaire et dès que la sécurité se stabilise, l'école va suivre progressivement. Et donc, en intégrant tout ce que j'ai dit comme préoccupation, y compris l'alimentation scolaire, nous avons le besoin de former les maîtres pour prendre en charge de nouveaux contenus, c'est-à-dire la prise en charge, le revivre ensemble, parce qu'il y a eu des ruptures très graves dans notre pays. Donc ça, et ensuite, utiliser les enseignants pour que les élections propres puissent également se faire, parce que c'est les élections propres qui vont donner, n'est-ce pas, des personnalités qui vont être acceptées et suivies, et dont la politique sera soutenue par l'ensemble de la population. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, et je présente mes excuses pour... OK. Colleagues, I would like to call on ministers who are present here as well and who are not on the panel, if they would like to add to what the excellencies, the ministers have said. I am inviting the ministers who are here for a maximum of 3 minutes each, please. Would somebody would like, I think His Excellency the Minister from Chad would like to say something. Please, we have 3 minutes only. 3 minutes seulement, Monsieur le Ministre. 3 minutes, c'est trop. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, Excellences, les ambassadeurs, chers participants, le ministère de l'Enseignement fondamental et de l'alphabétisation de mon pays est honoré de participer à ce symposium de haut niveau dont le thème est une éducation tenant compte des questions de conflit. Mon pays, le Tchad, qui se situe de par sa position géographique au cœur de l'Afrique, est de ce fait le point d'intersection de plusieurs foyers culturels du continent. Cette situation aurait dû normalement être idéale pour la culture de la paix, mais le Tchad a vécu dès le lendemain de l'indépendance un cycle infernal de guerre et de conflits. Heureusement, depuis bientôt 4 ans, et à la faveur du courage légendaire du président de la République, Idriss Déby Itno, qui est allé pactiser avec le Soudan voisin, comme si pour mettre en évidence le dicton populaire soudanais qui dit « Baba li jiba reh, c'est d'austérité ». Je traduis. Pour bien dormir en paix, il faut fermer la porte par laquelle souffle le vent. Depuis, c'est le calme plat et le pays est placé parmi les pays post-conflit. Le calme, donc, a permis, entre autres, de diminuer la part du budget alloué à la sécurité pour augmenter celui de l'éducation. Les activités, donc, d'éducation en situation d'urgence s'y développent au plan national, avec le concours de partenaires comme l'UNESCO, l'UNICEF, le HCR, la coopération suisse, le PAM, l'AFD et j'en passe. Si l'éducation en situation d'urgence peut être assimilée aux pratiques d'activités scolaires en période de crise, cette forme d'éducation a marqué le système éducatif au Tchad depuis la période de troubles qu'a connu le pays. L'éducation en situation de crise tire ses origines depuis les périodes troubles, notamment dans les zones de rébellion et lorsque les pouvoirs publics se soient disloqués après la guerre civile de 1979. Les populations tchadiennes fuyant les zones de conflit se sont organisées pour assurer l'éducation des enfants. C'est le point de départ de ce qu'on appelle les écoles spontanées. Cet embryon d'école a donné naissance aux écoles communautaires,
qui constitue aujourd'hui une grande partie de l'offre d'éducation publique au Tchad. Les enseignants qui officient dans ces écoles, appelés maîtres communautaires, représentent 70% de l'effectif des enseignants du primaire aujourd'hui. Les pouvoirs publics se prennent à améliorer la qualité de l'éducation dans ces écoles avec la construction et l'équipement des salles de classe, la dotation en manuels scolaires, la formation diplômante des enseignants. Il allège la charge des parents en versant des subventions égales au SMIC aux maîtres communautaires. L'éducation en situation d'urgence se pratique aussi dans les zones sujettes aux aléas climatiques, la zone sahélienne, victime de sécheresse et de malnutrition, les zones affectées par les inondations en 2012. Les effets négatifs de la crise en zone sahélienne font l'objet d'une évaluation avec l'appui de l'UNICEF. Le Tchad continue d'accueillir des centaines de milliers de réfugiés. L'éducation en situation d'urgence a pris corps dans les camps de réfugiés. Pour les réfugiés centrafricains, le problème ne se pose pas. Les établissements scolaires mis en place par le HCR profitent aux enfants des réfugiés. Mais avec les réfugiés soudanais, nous avons un petit problème de curricula que nous cherchons à régler. En période de crise, les cas les plus déplorables et qui n'ont pas été cités ici, c'est les cas des enfants déscolarisés ou enrôlés de force par les rébellions, les bandes armées. Le Tchad a pris la mesure de la gravité de cette situation et a créé des structures intérimaires pour prendre en charge ces enfants. Il s'agit de ce qu'on appelle l'école de base non formelle. Merci, monsieur. Je vois que je suis en train de beaucoup de temps. Je vous en remercie. I thought my task was going to be even more difficult, but I thank you, Mr. Minister, for observing the time. Yes, République démocratique du Congo, s'il vous plaît. 3 minutes, s'il vous plaît. 3 minutes only, please. La délégation de la RDC, pays en situation de post-conflit, remercie les organisateurs de ce forum sur l'éducation qui prend en compte les conflits. Elle sollicite votre indulgence pour l'absence de son Excellence, Monsieur le Ministre, Maker Mwangou, qui devait prendre part au panel. La scolarisation des enfants en RDC est une fois de plus victime de conflits armés après la récente occupation de la ville de Goma par des groupes armés. Dans la province du Nord Kivu, environ 550 écoles sont occupées ou détruites ou vandalisées et une population de plus de 100 000 enseignants et élèves en situation de déplacés. Et nous ne savons pas encore ce qui arrivera demain avec les 35 000 réfugiés qui sont entrés au nord du pays à la suite des derniers événements en Centrafrique. Depuis sa participation à l'atelier de Mombasa au Kenya, organisé par le pôle de qualité interpays de l'ADEA sur l'éducation pour la paix en septembre 2009, la RDC s'est engagée, à l'instar de 10 autres pays présents à l'atelier, à utiliser les systèmes éducatifs comme intermédiaires pour la paix et la prévention des conflits. C'est ainsi qu'au niveau des enseignements, la paix est devenue un thème transversal dans toutes les branches d'enseignement, de même que l'environnement, les VIH/SIDA, le genre, la culture et la démocratie. Dans le cadre du financement du Partenariat mondial pour l'éducation, des manuels d'éducation civique et morale seront distribués aux élèves des classes de 5e et 6e primaire. C'est dans le même ordre d'idées que la République démocratique du Congo a organisé successivement en juillet 2011 avec l'ADEA un atelier sur l'éducation pour la paix et en octobre 2012 le Forum national de dialogue politique avec l'UNICEF, l'UNESCO, l'USAID, l'ADEA et l'INEE. C'était un forum également sur l'éducation pour la paix. Ce forum a élaboré une feuille de route qui doit aboutir à la mise en place d'un plan national d'action de l'éducation pour la paix
qui devra être intégré dans le plan intérimaire de l'éducation qui est en cours d'exécution depuis 2011. La RDC croit au rôle que peut jouer l'éducation dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. En effet, durant toute la période des conflits en RDC, l'éducation est le seul secteur qui a conservé l'unité nationale. Les programmes d'enseignement et les acteurs principaux du système éducatif sont restés les mêmes, même au plus fort de la division du pays, pendant l'occupation de l'Est. Selon le rapport de l'étude sur la situation des enfants et adolescents en dehors de l'école en RDC, réalisé en 2012 par l'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université de Ouagadougou, le plus grand nombre d'enfants en dehors de l'école, en termes relatifs, est dans le Nord Kivu, une des provinces les plus riches du pays où perdurent les conflits armés. La question est de savoir quelle réalité justifie l'autre. Une forte présence d'enfants en dehors de l'école, ou les mines, ou encore les conflits. Mais nous pensons que les trois facteurs mis ensemble conduisent inévitablement à l'exclusion scolaire. C'est ainsi que nous vous informons qu'il se tiendra au mois de juin 2013 une table ronde à Goma, au Nord Kivu, pour faire l'état des lieux de la situation scolaire après l'occupation de Goma et établir un plan d'urgence ad hoc qui devra non seulement permettre la coordination de tous les partenaires, mais aussi mobiliser tous les partenaires éducatifs autour de ce plan d'urgence. Merci de votre attention. I'll give the floor to Kenya because Uganda and Sierra Leone had some interventions before, but still I will give you a brief intervention. Kenya, please. Excellencies, ladies and gentlemen, my name is Robert Masese, Director of Secondary, representing the Minister for Education, Kenya. I wanted to make brief comments on the matter of conflict-sensitive education and some of the initiatives that the Kenya government has put in place to try and ensure that we not resort into conflict situations. You're aware that we promulgated a new constitution in 2010 in Kenya, and one of the core provisions in the constitution is participatory management. So in our education system, we have embraced student participation in management of schools. We think if they learn participatory management when they're still young in school, they will learn the art of leadership. They will learn the art of persuasion so that we don't find ourselves in situations of conflict when they grow and they start running the country. And we have seen a phenomenal improvement in the school climates because we used to experience riots which have tremendously reduced because of the involvement of students in the management of their affairs. And so we think that is a mapping of the new Kenya we expect as time goes by. Secondly, among other initiatives, we have our admission procedures for students to schools. We do intakes that allow quotas in admission to some of the top schools in the country, where each region is entitled to certain slots in the very well-performing schools in the country, so that no region is disadvantaged because of economic or whatever drawbacks there may be. So quota systems are serving as well. The other area on quotas is that we have private and public schools in Kenya, primary schools. Private primary schools tend to have more facilities because they are for the able parents. So the children learn in a comparably better learning environments. So what we have done is that because
public schools tend to be disadvantaged, we have set aside a quota, a certain number of slots from private schools going to those national schools so that we don't disadvantage the children of the poor that ordinarily would attend, a majority of whom attend public schools. And of course, Mr. Chairman, I wanted to mention that allocation of resources for infrastructure development in schools also takes into account the needs of different regions, taking into account the poverty indices so that there is equity in resource allocation. We also have set aside resources because we think that ASAL areas are potential for conflict. If those people, the children from those regions are not well catered for by provision of facilities and infrastructural support, they will remain disadvantaged, and that is potential for conflict. And what we've done is to set aside special grants to cover ASAL areas and the pockets of poverty so that the children can access education. I didn't want to miss out that vetting of learning materials which are used in schools is also another critical thing that we are doing so that we do not allow use of teaching learning materials that are loaded with content that is got messages of conflict, so that the materials are well toned down. Then finally, amongst many others which I would love to leave out, we now have what we call the National Commission on Nomadic Education. What we are doing is that we have nomadic communities in the country, and if we were to forget about them and continue with those others who are available readily in schools, we'll be creating a conflict, or rather there is potential for conflict if those people are forgotten out. So we have a commission that takes care of the nomadic education, children for communities in nomadic areas. Of course, there is the emergency preparedness seminars that we conduct so that we are at all times kept abreast of the potentials for conflict so that those can be avoided. Thank you very much for listening to me. Thank you, sir. Uganda, you are eloquent speakers, so please make it brief, madam, if you can. And then Sierra Leone, and then I would have to give some time for the other participants who are not representative of ministers or ministries. The idea is to have some dialogue with the rest of the participants. Madam, we are listening to you. Mr. Chairman, I first of all wish to thank the organizers, particularly the Interagency Network of Education in Emergencies and UNESCO's International Institute for Education Planning, for co-hosting this important high-level symposium on conflict-sensitive education as a contribution to the UN Secretary General's Global Education First initiative. Uganda's current education policy aims mainly at expanding the functional capacity of educational structures and reducing inequalities of access to education between different genders, geographical areas, and social classes. Access to education is enshrined in our national constitution as a basic right. More resources have been allocated to the lower education public sector through Universal Primary Education Program and Universal Secondary Education Program, while the higher education sector, especially the tertiary education and university, is increasingly becoming liberalized. The policy has resulted into considerable success in increasing both school enrollment and general access to education over the first 1.5 decades. However, Mr. Chairman, some challenges still remain. These relate mainly to the problems of structural underdevelopment and lack of adequate resources, which translate into bottlenecks in implementing the education policy.